Bonjour à tous, ici Tangyuan pour Ecstasy. Nous allons, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, commencer par la J-pop, ou pour les non-connaisseurs, musique populaire japonaise. Et oui, ça a l'air moins cool dit comme ça. Petite précision, avant de faire cet épisode, je ne connaissais qu'un groupe de J-pop, donc en soi, rien de ce style de musique que j'ai eu la chance de découvrir. Donc si cet épisode est un peu trop carré et général, c'est normal. Comme je suis encore très scolaire dans mon travail et que la plupart de mon public, je pense, est encore plongé dans les études, mon plan sera simple. Tout d'abord, je vais vous parler de la J-pop en général, c'est-à-dire les grandes lignes de façon objective. Ensuite, j'aborderai les sujets qui fâchent. Allez, c'est parti. Un petit historique. Il est peu probable que beaucoup de gens soient au courant que la J-pop tient ses origines du jazz, le célèbre mouvement musical américain de la fin du 19e siècle, qui s'est développé au Japon à l'ère Showa, c'est-à-dire de 1926 à 1989. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains amènent plusieurs styles de musique comme le boogie-woogie, le mambo, le blues ou encore la musique country. Un style très apprécié par les Asiatiques. Allez savoir pourquoi. Au début, ce sont surtout les musiciens américains qui interprètent ces styles, puisqu'ils les maîtrisent très bien. En 1952, c'est le boom du jazz. Comme dit précédemment, c'est les musiciens américains qui interprètent ces succès. Quant aux musiciens japonais, ils vont plus se tourner vers la country, qui n'implique pas de grandes prouesses musicales. Ce style se prolifère également à cette période. En 1956, soit 4 ans plus tard, on passe à un tout autre style, c'est la folie du rock'n'roll, toujours très influencé par le style américain, mais on retrouve tout de même un mélange entre ce nouveau style et la musique traditionnelle japonaise. Pour vous parler du style suivant, je vais vous citer un grand philosophe. Il faut d'abord que l'élève copie le maître pour pouvoir le surpasser. Tangyuan, mars 2017. Il me semblait que ça venait de Confucius, mais visiblement non, donc c'est pas grave, j'ai mis mon nom. Enfin, tout ça pour vous dire que naît la cover pop, une période pendant laquelle les textes américains sont traduits puis réinterprétés en japonais par des japonais. Si vous avez quelques minutes, allez voir les vidéos de cet homme, c'est un génie. Ce style connaîtra un déclin assez important avec l'arrivée de la radio et la télé qui diffuseront les œuvres originales, mais il survivra tout de même grâce au karaoké et aux concerts. De nombreux styles se développent dans les années 70 et 80, notamment la new music avec une amélioration des techniques musicales, notamment pour les accompagnements. On a aussi la city pop ou wase pop, littéralement pop du Japon, qui est aujourd'hui raccourcie en J-pop, qui est pas vraiment différente de la new music, mais vous savez, on adore inventer plein de genres qui, à quelques détails près, sont les mêmes. À la fin des années 80, c'est là que le heavy commence, avec la naissance des groupes les plus populaires de la J-pop et du J-rock. Par exemple, le groupe BZ, encore très populaire aujourd'hui, est défini comme un groupe aux inspirations rock et jazz, rappelant les premiers styles importés par les Américains au début du siècle. C'est aussi le début des tournées dans les autres parties de l'Asie, comme Taïwan, Singapour ou Hong Kong. Par la suite, cette pop music sera remplacée par la dance pop. Ensuite viennent les formidables années 90 avec le développement du R&B et le début d'un grand nombre de groupes ainsi que d'artistes solos. Au R&B s'ajoutera dans un premier temps le hip-hop, puis l'électro, un style beaucoup plus récent. Les artistes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle vont se voir attribuer un titre propre aux artistes asiatiques et je vais me faire une joie de vous le définir. Qu'est-ce qu'une idole ? Alors là, tous les adeptes se disent « la pauvre, comment qu'elle va faire ?» Et c'est ce que j'ai pensé au début. Quand on écoute les musiques asiatiques et qu'on a le malheur d'aimer ça, on acquiert un tout autre vocabulaire propre à ce milieu. Et il est donc des fois assez difficile pour nous de prendre un point de vue extérieur pour expliquer aux non-initiés. Mais vous allez voir, au final, c'est pas très compliqué. Oui, alors, je vous le dis tout de suite, ce que l'on appelle une idole, c'est pas comme en Occident, comme les divinités et tout ça. Non, une idole dans l'industrie de la J-pop, comme dans celle de la K-pop d'ailleurs, c'est plutôt une personne pratiquant une activité professionnelle artistique. Merci Wikipédia, ça fait plus sérieux. Recette pour faire une bonne idole. Tout d'abord, prenez un jeune artiste. Le plus jeune possible, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, vous l'entourez d'un maximum de médias. C'est très important qu'il soit médiatisé parce que sinon, le succès ne prendra pas. Ensuite, il faut que vous le mouliez de sorte à ce qu'il ait un aspect mignon et gai, puis pendant plusieurs années, vous le formez à devenir chanteur, danseur, acteur, animateur, modèle, et une fois qu'il est prêt, vous lui ajoutez un contrat de quelques mois ou années, et voilà, vous avez une idole toute prête à monter sur scène. Bon, soyons plus sérieux, une idole peut être une fille ou un garçon, en général adolescent, recruté pour son physique par les agences lors d'auditions organisées par ces dernières.
Donc comme je vous l'ai expliqué, ces idoles suivent une formation intensive dans de nombreux domaines et sont éduqués de façon très disciplinée, d'où l'importance de les prendre au plus jeune âge. Ils doivent afficher une image parfaite, tant au niveau du poids, de l'hygiène, du style et même des résultats scolaires. Cette volonté de perfection découle d'une présence médiatique très importante. Ajoutez à cela la promotion de nombreux produits destinés aux adolescents et aux adolescents. Non mais oui, j'ai pas fait de faute. L'adolescence est un terme qui désigne les adultes de plus de 20 ans qui ont toujours un comportement d'adolescent. Mais j'y reviendrai dans la conclusion. Ce public pourra d'abord acheter des albums, bah oui à la base c'est de la musique, mais également des photobooks et divers objets à collectionner. Le but commercial et l'exportation de la culture. Je ne vais peut-être rien vous apprendre, mais dans notre société actuelle, rien n'est fait au hasard, et tout a un ou des buts clairs et précis. Celui de la J-pop est de vendre à un public le plus à même de consommer, c'est-à-dire les adolescents et les fameux adolescents occidentaux de préférence. Oui, les occidentaux de préférence parce que même si le Japon, après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, était remonté économiquement et se préparait à une place dans le marché mondial, on ne peut pas dire que la population roulait sur l'or. Petite explication. Au début des années 90, le Japon connaît ce que l'on appelle la bulle spéculative japonaise, causée par la dépréciation du dollar américain qui a marqué la fin du miracle économique japonais. Alors si votre nez saigne ou que vous avez la tête qui tourne, c'est normal, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces mots. En gros, ce problème économique entraîne une baisse de la consommation des ménages, et vous comprenez donc que l'industrie musicale avait tout intérêt à venir chercher les clients ailleurs. Enfin, il y a l'explication plus simple, que vous pouvez voir avec les États-Unis, qui exportent leur culture et ainsi font régner une certaine façon de penser et d'agir dans le monde. Il est vrai que la J-pop a eu son effet au Japon, mais le but un peu plus effacé était bien l'exportation de la culture. Alors comment se fait cette exportation de la culture traditionnelle et du style de vie à travers la musique ? Premièrement, la langue, puisque même si l'on ne sait pas chanter ou que l'on ne comprend pas les paroles, on entend et chante des chansons que l'on ne comprend pas. Du coup, on se retrouve à chanter du japonais sans trop comprendre comment on en est arrivé là. Ensuite, dans les clips, il peut arriver de retrouver certains éléments de la culture traditionnelle, qui peuvent être des objets, des lieux ou des habitudes. Mais là où on commence vraiment à dériver vers la culture, c'est quand on va s'intéresser aux activités d'une idole et que l'on en découvre un peu plus grâce aux séries et aux émissions télé. Et à ce moment, il est déjà trop tard pour faire demi-tour. Vous êtes déjà piégé dans le cercle infernal de la passion. Même si c'est souvent par soi-même qu'on fait le premier pas dans cet univers, cette industrie sait comment nous pousser à consommer toujours plus. La promotion. Le point fort des artistes asiatiques, c'est la communication et la promotion des produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour toutes les célébrités n'importe où sur la planète, on nous étouffe avec des émissions télé, radio, les publicités et tous les produits dérivés. Simple exemple en France avec Renault. Mais les Asiatiques arrivent à faire cette promotion bien plus intensive pour les fans à l'étranger. En effet, il vous suffit de regarder quelques clips et vos propositions YouTube seront bondées de clips d'artistes de J-pop. Mais je crois que la K-pop est un peu plus friande de cette pratique. On peut également se retrouver avec des publicités étrangères pour des boutiques en ligne asiatiques. Achetez toujours plus, vous en avez besoin! Les labels. Le problème que je vous expose là est un problème un peu débile, je l'admets, que j'ai rencontré en tant qu'adepte de musique pop asiatique. Je pensais qu'il existait une différence entre maison de disques et label discographique, appelé couramment label. En fait, ces deux mots définissent la même chose. Le label, c'est juste le mot anglais pour maison de disques. Voilà, c'était une petite précision inutile, mais ça fait toujours plaisir. Alors si on parle de pop musique asiatique, on ne peut pas ne pas parler des labels. En Occident, la plupart du temps, le label produit, édite et distribue les albums, ainsi que les clips. En soi, sa première fonction. Mais ça, c'est trop facile pour les Asiatiques. Dans le monde de la pop jaune, comme nous avons pu le voir précédemment, le label recrute, forme et par la suite gère de façon très stricte la vie de l'artiste. C'est pourquoi ils ont un rôle très important dans la réussite de ce style musical, pour citer l'un des plus connus, Johnny's Entertainment ou encore Avex. C'est ces labels qui font d'une idole ce qu'elle est. Sans être dans un label qui a pour but de créer des idoles formatées, vous n'êtes pas une idole. Peut-être un chanteur, assurément, mais pas une idole de J-pop. Deuxième partie. Bon, là, c'était plutôt gentil et simple, mais maintenant, on va commencer à se poser des questions et à réfléchir. Donc je vous conseille de reprendre votre cerveau. Voilà, vous êtes prêts ? Tout d'abord, je vais peut-être briser le petit monde de certaines adeptes, donc les personnes sensibles qui veulent continuer à vivre dans ce monde d'illusions, je vous conseille de ne pas écouter la suite de cet épisode. Les scandales. On le sait tous, le monde du show business, ce n'est pas le pays des bisounours. Non, c'est plutôt un monde assez, voire complètement faux. Et bien sûr, la J-pop n'y échappe pas.
Bien évidemment, au premier abord, et quand on ne se concentre que sur la musique, le côté obscur n'est pas visible. Mais lorsque l'on creuse un peu et que l'on s'intéresse à quelques idoles ou groupes, on découvre une chose fantastique qui s'appelle les scandales. En général, c'est le genre de choses qui auraient dû rester dans l'ombre, mais qui par malheur ressort. Parfois, ce sont des mauvaises actions passées des idoles, ou ils sont surpris en train de commettre un délit, ou un acte indigne d'une idole. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la gentille et jolie petite Eikago. Il m'a paru, lorsque je l'ai découvert, essentiel de vous en parler. Je ne connais pas le vrai du faux de toute cette affaire, mais si tout est vrai, cette idole a quand même une VDM level 1000. Je vais donc vous faire un résumé de tous les scandales dont elle a été victime. Eikago, ex-idol aux multiples activités, a d'abord débuté dans Hello Project. Elle a premièrement été prise en photo en train de fumer alors qu'elle était encore mineure, chose strictement interdite au Japon. Cet événement a sali son image d'idole douce et innocente. Après une pause imposée par son agence, elle revient dans le groupe. Mais quelques mois plus tard, le même scandale éclate de nouveau et cette fois, elle est virée de son agence. Par la suite, elle a été aperçue avec un homme marié de 20 ans de plus qu'elle. Une information diffusée par la femme de ce dernier, cette histoire d'adultère mènera au divorce du couple et fera beaucoup de bruit. Entre-temps, elle a essayé de se suicider en se taillant les veines après avoir pris une bonne dose de médicaments. Youhou! Puis, elle va se marier avec un homme régulièrement soupçonné de faire partie de la mafia. Il va d'ailleurs se retrouver plusieurs fois au tribunal sans jamais être condamné. C'est pas franchement clean tout ça. Et enfin, elle demande le divorce alors qu'elle est enceinte parce que ce dernier la frapperait. Malgré une tentative de remonter sur scène, elle finit par faire une pause, sûrement épuisée par cette cascade de problèmes. Ces scandales sont les mêmes que ce que l'on peut retrouver avec les chanteuses américaines comme Britney Spears. De plus, il ne faut pas prendre le cas que je vous ai présenté comme une généralité, puisqu'il arrive souvent que les scandales soient faux ou peu nombreux. Les agences font tout pour qu'il n'en existe pas. La chirurgie esthétique. Un des éléments essentiels de la J-pop, c'est l'apparence physique. Et là aussi, on ne nous dit pas tout. Le passage quasi obligatoire pour toute bonne idole chez le docteur de la beauté est un phénomène qui touche tous les pays asiatiques en développement. Il est donc évident que cette mode touche le monde du show business. Malgré cet engouement pour la perfection, ce sujet, pour beaucoup de personnes y ayant recouru, c'est super dur à dire, est tabou, donc il y a peu de chances qu'une idole avoue en avoir fait. De plus, les idoles étaient très bien avant la chirurgie esthétique et n'en avaient absolument pas besoin. Mais rappelez-vous, ils doivent représenter la perfection, et comme leur surnom l'indique, ce sont des idoles, donc ils doivent être supérieurs au commun des mortels. Mais rappelez-vous que précédemment nous avons évoqué le fait que les idoles doivent avoir une image gaie et innocente. Et qu'est-ce qui rime avec innocence ? Eh bien, enfance. C'est pourquoi la plupart des interventions ont pour but de donner une apparence toujours plus jeune aux idoles. Le public. En parlant de jeunesse, nous allons revenir à l'adolescence que j'ai évoquée précédemment. Ce phénomène est très caractéristique de notre société actuelle. Le sentiment de vouloir rester jeune toute sa vie existe dans la tête de nombreux jeunes adultes et même certains trentenaires. Et la J-pop reflète ce phénomène puisque ces idoles ne semblent jamais vieillir et les sujets des chansons restent très niais pour l'âge de ces idoles, mais également pour une bonne partie de son public. Mais je tiens à nuancer mon propos. Ce n'est pas parce que vous avez plus de 18 ans et que vous écoutez de la J-pop que vous êtes une personne totalement immature. Il est vrai que quand tu dois travailler sérieusement et que, comme tout le monde le sait, la vie c'est pas facile, on aime bien écouter de la musique sans se prendre la tête et qui a le don de nous rendre nostalgiques de l'époque où on n'avait pas à se soucier de ce qu'on allait manger ou encore quand on avait de l'argent de poche. La longévité. Mais la question la plus importante et qui préoccupe beaucoup de fans, c'est la longévité de cette industrie. Et oui, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce style arrivera à évoluer avec son public et son époque ou est-ce que ce style va s'éteindre avec le temps ? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cela, mais il semble que le style arrive à évoluer même si certains concepts et certains styles sont trop récurrents. Par exemple, les concepts cute avec des fleurs, du rose partout, ça m'énerve. Et comme nous l'avons vu, cette musique est principalement destinée à un public assez jeune, donc le style ne va peut-être pas réussir à évoluer avec son public, donc voie à disparaître, ou plaire aux générations futures. De plus, les séparations de groupes et les scandales révèlent la vérité de cette industrie, ce qui pourrait entraver à sa durabilité. Mais quand on regarde la pop américaine, on peut voir que malgré les scandales et parfois un côté assez immature, ça marche. Et certains artistes comme Justin Timberlake, qui faisaient partie de la génération de boys band, ont pu devenir de bons chanteurs, donc il est possible que ça continue, seul le futur nous le dira. Les yéyés des années 60. En m'intéressant à l'histoire de la J-pop, j'ai découvert un courant, si on peut appeler ça comme ça, qui est le yéyé. En France, durant les années 60, une quantité de jeunes artistes ont émergé, et pour la plupart du temps reprenaient des musiques américaines principalement, mais également italiennes. Le terme yéyé vient du mot yeah, qui revenait régulièrement à cette époque dans les musiques américaines, et qu'on a francisé par yé.
Pour citer les stars les plus connues de cette génération, Johnny Hallyday, Claude François, Dalida, Dick Rivers, Eddie Mitchell, France Gall, Françoise Hardy, Hervé Villard, Richard Anthony, Michel Berger, Michel Thor, Sheila et bien d'autres. Je pense que vous connaissez au moins quelques noms. À cette époque, la musique française s'est beaucoup exportée à l'étranger. Certains de ces artistes ont vu leur carrière continuer sans problème, mais beaucoup sont tombés dans l'oubli. Ça pourrait nous donner une idée future de cette industrie japonaise. En conclusion, pour faire cet épisode, j'ai donc fait une écoute assez intensive de J-pop, histoire d'avoir un large aperçu de ce style musical. Je tiens à préciser que le visionnage excessif de clips de J-pop vous pousse à arrêter de vous poser la question pourquoi. Il est vrai que arrêter de se poser des questions est une expérience assez relaxante, mais l'abus de cette pratique peut vous détruire quelques parties du cerveau, notamment votre subconscient qui fait normalement office de mur à tous les délires bizarres que votre cerveau peut inventer. Et je ne vous parle même pas des vidéos du fin fond d'internet. Ah, tant d'innocence et de bonheur perdu. En bref, je ne vais pas faire une conclusion puisque la vraie grande conclusion se trouvera dans le dernier épisode de la série de la pop music. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est d'écouter de la J-pop. Bien sûr, le style général peut vous déplaire, mais vous pourrez toujours trouver quelques artistes au style plutôt originaux. Je vais clore cet épisode par un petit défilé d'artistes japonais populaires ou que j'apprécie particulièrement. Sur ce, je vous dis à la prochaine mes petits junkies.